Le dessous des cartes va consacrer 2 numéros à ce projet qui vise à instaurer la plus grande zone de libre-échange au monde entre l'Union européenne et les États-Unis, le TTIP ou bien le TAFTA pour ses détracteurs. Dans un premier volet, donc aujourd'hui, nous allons voir dans quel contexte géoéconomique le TAFTA s'insère, et puis nous verrons ses inconvénients, mais aussi les avantages que l'on pourrait en attendre. Voici une carte de l'Organisation mondiale du commerce. L'OMC a été fondée en 1995, elle compte 164 membres, dont l'Union européenne. Mais au fait, pourquoi donc commencer en vous parlant de l'OMC? Eh bien parce que cette organisation se trouve aujourd'hui dans l'impasse, ses membres n'ayant pas réussi à conclure un accord commercial multilatéral. Et comme les négociations commerciales sont bloquées à l'échelle mondiale, on assiste depuis le milieu des années 2000 à une sorte de course aux mégazones de libre-échange, notamment dans le Pacifique. Allons voir de plus près. Voici l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, l'ASEAN, qui regroupe 10 États. L'organisation a signé au cours des années 2000 des accords de libre-échange avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, l'Inde, la Chine, la Corée du Sud, le Japon. Et ces 16 États négocient depuis 2013 un accord de partenariat économique régional intégral appelé le RCEP. Ce projet consiste à faire fusionner les différentes zones de libre-échange en une seule et unique grande zone. Alors une fois en vigueur, un tel accord formerait l'une des premières zones de libre-échange au monde et à l'échelle mondiale, cela représenterait un tiers du PIB mondial, un marché de près de 3,5 milliards de consommateurs, soit la moitié de la population mondiale, et plus d'un quart des échanges commerciaux de biens et de services, là aussi à l'échelle mondiale. Maintenant, un autre projet de zone de libre-échange vient le concurrencer. Celui-ci, ce serait entre les États-Unis et 11 autres États du Pacifique. Son nom est TPP, acronyme anglais pour Partenariat Trans-Pacifique. Il concerne seulement une partie des membres de l'ASEAN et la Chine en est exclue. Lancé sous une première forme en 2002, puis relancé par les États-Unis en 2008, il a été conclu finalement début 2016. Et une fois en vigueur, ce partenariat, là aussi, sera une des plus importantes zones de libre-échange. À l'échelle mondiale, il représentera presque 40% du PIB, un marché de 800 millions de consommateurs, soit 11% de la population mondiale, et environ un quart des échanges commerciaux de biens et de services. On a donc 2 méga-accords dans la région Pacifique. Et puis aussi, on a des méga-accords dans la région Atlantique. Le premier, c'est entre l'Union européenne et le Canada. Il s'appelle le CETA, acronyme anglais pour Accord économique et commercial global. Les négociations ont été lancées en 2009 et un accord a été signé en 2014. Une fois en vigueur, le CETA représentera un quart du PIB mondial, un marché de 550 millions de consommateurs, soit 7,5% de la population mondiale, et 20% des échanges commerciaux de biens et de services. Le deuxième méga-accord dans la région Atlantique concerne quant à lui les États-Unis et l'Union européenne. Alors il est peut-être plus connu, c'est le TTIP, acronyme anglais pour Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, mais ses opposants le désignent plutôt sous l'acronyme de TAFTA pour Zone de libre-échange transatlantique. Les négociations ont été lancées en 2013 et le 15e cycle de négociations se tient à l'automne 2016. S'il entre en vigueur, il formera la plus grande zone de libre-échange du monde. Elle représentera presque la moitié du PIB mondial, un marché de 835 millions de consommateurs, soit 11,5% de la population mondiale, et 30% des échanges commerciaux mondiaux de biens et de services. Alors en négociant ce traité, les États-Unis et l'Union européenne espèrent contrebalancer le poids croissant de l'Asie dans l'économie mondiale et surtout la montée en puissance de la Chine. Regardez ce graphique, il montre le poids de chacun dans le commerce mondial de biens et de services depuis 2004, calculé en valeur. On voit que l'Union européenne est aujourd'hui la première puissance commerciale du monde, avec 16,6% des échanges mondiaux en 2014, devant les États-Unis et la Chine.
Mais on voit aussi que la part des États-Unis et celle de l'UE baissent progressivement, tandis que celle de la Chine augmente. À l'horizon 2030, la Chine va rattraper les États-Unis, puis l'Union européenne, et devenir la première puissance commerciale du monde. Eh bien, pour les États-Unis et l'Union européenne, il s'agit donc de réagir à la fois ensemble et séparément. Plaçons-nous du point de vue des États-Unis. Avec ces deux traités, l'un sur le versant atlantique et l'autre sur le versant pacifique, l'objectif de Washington est de lier l'Europe et l'Asie aux intérêts américains. À l'ouest, pour contrebalancer l'influence grandissante de la Chine, à l'est, pour parer à l'érosion des positions américaines au Moyen-Orient et en Amérique latine. Autrement dit, face aux nouvelles rivalités de puissance, Washington tente de refonder les bases de sa domination géoéconomique. Mais le partenariat transpacifique doit encore être ratifié pour entrer en vigueur. Aux États-Unis, cette ratification pourrait ne pas intervenir avant la fin du second mandat d'Obama. Et ses deux potentiels successeurs, Donald Trump et Hillary Clinton, pourraient revenir à plus de protectionnisme. Clinton s'est d'ailleurs prononcée contre la ratification alors qu'elle avait soutenu les négociations en tant que secrétaire d'État. En tout cas, le côté transpacifique permet aux Américains de faire pression sur les Européens côté transatlantique. Bien, alors quel est maintenant le point de vue de l'Union européenne? Avec ces deux traités transatlantiques, d'un côté avec les États-Unis et de l'autre avec le Canada, l'objectif est d'éviter que les intérêts américains et canadiens ne se tournent vers l'Ouest et que le centre de gravité économique du monde ne se déplace en totalité vers le Pacifique. Alors que faut-il retenir du traité entre l'Union européenne et le Canada? Les négociateurs européens peuvent-ils eux aussi l'utiliser pour faire pression sur les Américains? Eh bien oui, notamment sur le sujet le plus sensible, c'est-à-dire le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États. Ce sont les fameux tribunaux d'arbitrage privés. Essayons de comprendre. Prenons une multinationale qui exerce une activité sur le territoire d'un pays européen, par exemple General Electric en France. Eh bien, si elle estime que ses profits sont remis en cause par une décision de l'État français, comme l'interdiction de la fracturation hydraulique, elle pourra attaquer cet État devant un tribunal arbitral. Et si elle prouve que l'État français a enfreint certaines dispositions du TTIP, l'État pourrait être condamné à indemniser la multinationale sans aucune possibilité d'appel. Donc la Commission européenne veut une réforme de ce mécanisme pour chacun des deux traités transatlantiques. Les Américains ont refusé jusqu'à présent ce nouveau mécanisme dans les négociations du TTIP, mais de leur côté, les Canadiens ont accepté en 2016 un amendement du CETA afin d'intégrer la réforme du mécanisme d'arbitrage. Alors pourquoi ce remaniement alors que l'accord avait été officiellement signé en 2014? Eh bien parce que les lignes politiques ont bougé depuis. D'une part à Ottawa avec l'arrivée du centriste Justin Trudeau au poste de Premier ministre, lequel succède au conservateur Stephen Harper. Et d'autre part à Bruxelles avec le changement de commissaire européen au commerce. Le nouvel accord doit être signé à l'automne lors du sommet UE-Canada. Il devra ensuite être ratifié par chacun des États membres et un seul nom pourrait enterrer l'accord. Maintenant, pour terminer, revenons sur le TAFTA. On a vu qu'il s'inscrit dans un contexte de mutation du commerce international et avec les États-Unis et l'Union européenne qui cherchent à préserver leur position. Mais les deux ensembles cherchent aussi, voire surtout, à maintenir leur suprématie pour définir les normes internationales. Car avec la diminution des droits de douane, l'enjeu des négociations commerciales porte non plus sur les barrières tarifaires, mais sur les réglementations et les normes. Si on prend par exemple le secteur du solaire thermique, la Chine est aujourd'hui le premier producteur mondial de capteurs solaires thermiques. Et elle promeut ses propres normes, ce qui pourrait à terme menacer les normes européennes et américaines en vigueur dans ce domaine. Donc le TTIP-TAFTA pourrait en fait permettre de promouvoir des normes transatlantiques dans un monde où l'influence normative va devenir de plus en plus stratégique. Voilà, vous le voyez, on a donc de plus en plus une logique de confrontation
entre des grands blocs économiques régionaux, atlantiques, asiatico-pacifiques, puis latino-américains, et puis africains, avec le projet de Continental Free Trade Area, d'où la tentative d'établir des normes communes, vu la proximité des niveaux de vie, de précaution, de droits individuels entre les États-Unis et l'Union européenne. Parce que ça peut permettre une coopération réglementaire avec des normes qui pourraient devenir des références mondiales, ceci afin de contrer l'ambition croissante de la Chine à promouvoir ses propres normes sur les marchés internationaux. Car dans un monde globalisé, qui va décider des normes et des règles qui régissent les sociétés? Alors ce TTIP est bien plus qu'un traité de libre-échange qui au fond existe déjà. C'est bien un traité sur le mode de gestion de nos espaces démocratiques. Sur ce dossier complexe, vous pouvez lire la revue de l'IFRI, Politique étrangère, de l'été 2016, avec un article d'Elvire Fabry, T-Type, comme disent les anglo-saxons, Too Big to Fail. Ensuite, vous pouvez consulter la revue Diplomatie de septembre-octobre 2015, avec un dossier sur le partenariat transatlantique. Et puis, vous pouvez voir aussi le blog du Monde sur le TTIP et TAFTA, intitulé La bataille transatlantique. Et puis vous trouverez encore plus de références sur ce dossier en allant sur le site du Dessous des cartes.